Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, nos journalistes Charles Perragin et Jérémy Pin se sont intéressés au Parti pirate français. Nous avons donc choisi de nous pencher de plus près sur ce parti avec Guillaume Saouli, président du Parti pirate international, coprésident du Parti pirate suisse et élu local. Guillaume Saouli, bonjour. Bonjour. Alors pour débuter, on va se faire une idée de l'étendue du parti à travers le monde. Combien d'antennes avez-vous? Il existe 67 pays dans lesquels le Parti pirate est présent sous une forme ou une autre. Il faut savoir que dans certains pays, on est carrément dans la clandestinité et d'autres, comme en Islande, où on est aux portes du gouvernement. Alors justement, dans quelle partie du monde sont-elles principalement situées? Alors, un peu partout. Ça va de l'Amérique du Sud avec le Chili, le Brésil, euh, l'Amérique centrale aussi, mais également euh, l'Océanie avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Australie. On a aussi une présence au Japon, à Singapour, mais également en Russie, en Europe principalement, mais également aussi en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, qui sont à l'heure actuelle de terrains très fertiles et où le parti est très vivace. Alors vous l'avez dit, chaque parti a des niveaux de développement différents. Vous avez, quelques exemples justement de pays où le parti pirate existe, mais de manière plus dissimulée? Par exemple, la Turquie, pour ne pas la citer, où on a carrément dû rentrer le pavillon et passer dans un mode extrêmement discret pour éviter d'avoir des ennuis et des arrestations. Il y a d'autres endroits par rapport à la Turquie où ça paraît plus compliqué? Vous parliez de la Russie, La Russie, le problème, c'est pas tant le parti en lui-même, c'est le fait d'avoir utilisé le terme pirate qui pose un problème. En Russie, l'utilisation du terme pirate est associée à de la criminalité, non pas de la criminalité, on va dire, cybernétique, du monde numérique, mais bien de la criminalité standard. Et donc, il est interdit d'utiliser ce mot-là pour un parti politique. d'accord. Alors est-ce que le parti s'est renommé ou est-ce que du coup il garde, malgré tout ce nom? Malheureusement, il a dû s'adapter, parce que sinon, je pense que les geôles de Poutine ne sont pas très confortables et sa police non plus n'a pas des méthodes très amicable avec les personnes qu'elle désigne comme étant hors la loi. Donc à ce niveau-là, autant ne pas s'exposer indûment à des foudres à ce niveau-là. Alors, vous en avez parlé, il y a beaucoup de partis pirates aussi en Europe. Il y a le Parti pirate européen d'ailleurs. Est-ce qu'il est indépendant du Parti pirate international ou est-ce que c'est vraiment lié, une sorte de filiale, de branche? Alors, le Parti pirate européen a pour mandat, puisque que le Parti pirate suisse est un des membres fondateurs, d'être un représentant auprès des institutions européennes. C'est vraiment une fêtière pour les partis européens dans un axe très politique et qui est lié en principe avec le travail des eurodéputés, avec le travail des parlements et des institutions européennes, et non pas au niveau international comme on le fait avec le PPI, où on a des actions qui sont beaucoup plus transversales, beaucoup plus globales au niveau de l'activisme, au niveau politique vis-à-vis de l'ONU, par exemple, et de ses institutions. Donc vraiment, on couvre deux spectres d'intervention très différents. Donc c'était plus une manière de créer le Parti pirate européen. C'était vraiment pour que ces personnes-là se consacrent à l'Europe, là où du coup le Parti pirate international pouvait s'occuper des choses plus globales. Tout à fait. C'est aussi pour répondre à la problématique des élections européennes. Comment est-ce que l'on construit une plateforme commune pour répondre aux attentes de la population, pour pouvoir amener et informer de manière cohérente à travers l'Europe euh, les citoyens. C'est pour ça que cette plateforme a été développée, de façon à partager l'information de manière beaucoup plus accessible. C'est là le sens et la raison de ce développement.
Alors justement, dans notre reportage, on s'est intéressé plutôt au Parti pirate français. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'il se situe par rapport au parti pirate des autres pays européens? Alors, on va dire que si on prend trois stades, hein, parti gouvernemental ou tout du moins parti euh, représenté dans des assemblées, euh, parti qui essaye d'entrer dans des assemblées ou parti qui est à la marge de la politique et qui essaye de faire de l'activisme. Aujourd'hui, à mon sens, la France est dans la troisième posture, euh, de par les institutions, de par la façon dont fonctionne la démocratie française, qui est relativement exclusive. Le ticket d'entrée est beaucoup trop haut par rapport à ce qu'on peut faire euh, du niveau où le Parti pirate français part. Après, on a des partis comme le Parti pirate suisse, Parti pirate autrichien et d'autres qui, eux, commencent à avoir une visibilité plus importante, qui ont des accès facilités dans le système politique, hein, et donc qui peuvent interagir. Et après, il y a des partis, on va dire, élus, à l'instar des Islandais, des Allemands, euh, des Suédois, en moindre mesure, et qui, eux, ont vraiment une action politique au sens propre du terme, dans une structure parlementaire. Euh, la Suisse, entre guillemets, a un cadeau bonus, c'est qu'on a une démocratie directe extrêmement forte. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être au Parlement pour infléchir la politique. J'en veux pour preuve ce qu'on a réussi à faire au niveau du régulateur des finances suisses, donc la FINMA, qui est un peu le gendarme de la bourse, où tout simplement on a été le seul parti à prendre position sur leur velléité de fliquer jusqu'au dernier centime qui est transféré électroniquement. Donc une personne qui utiliserait une carte bleue aurait été fliquée systématiquement si on ne serait pas intervenu. On est le seul parti à l'avoir fait et avoir dit il faut raison garder, mettre des choses en perspective. Maintenant, il est clair que cette situation, elle est exceptionnelle en Europe. Pas tous les pays ont des outils démocratiques aussi développés, pas tous les pays ont une culture du consensus comme la Suisse. Donc, la voix d'un parti comme le Parti pirate en Suisse est très, très, très bien écoutée. Ben, par exemple, euh, la release de Windows 10 qui vient la semaine prochaine, c'est le résultat du travail du Parti pirate suisse, entre autres, qui a été voir le préposé à la protection des données, donc la personne qui est l'équivalent de la CNIL en Suisse, et auquel on a posé 11 questions sur Windows 10 et le fait de capture des données. Et de ce travail-là est partie toute une série de chantiers pour aboutir, il y a de ça maintenant 3 mois, à la reconnaissance par Microsoft du fait qu'ils sont allés trop loin dans la capture des données et qu'ils allaient mettre en place un plan de correction. Et d'un autre côté, notre préposé à la protection des données, de dire qu'effectivement, Microsoft dépassait les bornes et qu'il y avait matière à une action pénale si Microsoft ne remédiait pas à cette situation de manière immédiate. Donc, on est vraiment dans deux perspectives différentes d'interaction. Aujourd'hui, il y a des partis qui se posent en interlocuteur direct avec les institutions, typiquement l'Allemagne, la Suisse, la Suède, la Norvège, l'Islande, qui sont directement en traction avec leur gouvernement. Il y a d'autres pays dans lesquels on est un mouvement qui est activiste, typiquement la France, le Canada, les États-Unis, où on est en train de vraiment construire et de développer. Au rythme où on va, pour ce qui est des États-Unis et du Canada, je pense qu'on va passer d'ici 24 mois à un autre stade d'évolution. Où on sera vraiment dans un dialogue plus institutionnel, en étant le relais justement de cet activisme. Mais il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est que le travail politique, ça s'inscrit, c'est pas dans l'immédiateté. On ne peut pas réagir à quelque chose et attendre un résultat immédiat. Finalement, quels sont les critères qui vous font dire qu'un parti appartient au mouvement pirate? Alors,
Les critères sont relativement simples. C'est l'adhésion à la charte et le respect des valeurs pirates. C'est pas compliqué. Euh, Étant donné qu'on a une très grande variabilité dans l'état de développement du parti, on ne va pas dire que le parti ou le mouvement qui se crée doit être dans les fourches-codines d'un développement politique à l'allemande, à la Suisse ou que sais-je. C'est vraiment de dire, OK, vous adhérez à ces valeurs, vous adhérez à cette charte avec des points prioritaires de programme, il n'y a pas de problème. Vous êtes pirate, on va vous soutenir dans votre développement. On n'est pas là pour dire, OK, vous êtes plus développé qu'un autre, vous êtes là, nous vous donnons du soutien, euh, et après, on verra comment est-ce qu'on peut améliorer les choses et développer les choses au fur et à mesure du temps. Le but, il n'est pas de dire euh, que les gens doivent adhérer à 100% à une identité pirate. Le but, c'est construisez vous-même votre identité pirate. Parce que votre situation, elle est propre à votre pays. La France n'a pas la même problématique que la Suisse, n'a pas la même problématique que l'Allemagne, et encore moins que le Canada ou l'Islande. Alors Oui. en quelle mesure tous ces partis à travers le monde ont leur liberté finalement? Est-ce qu'ils doivent systématiquement se référer au Parti pirate international? Non, absolument pas. Ils sont tous autonomes. Et c'est là le grand défi, c'est que nous n'allons pas régenter la politique des uns et des autres, même si certains ont essayé par le passé. C'est absolument pas le but. Le but, c'est de pouvoir soutenir le développement, donner les outils, permettre de la formation média, permettre du coaching pour pouvoir travailler, pour pouvoir des leaders, etc. C'est pas du tout le but de dire maintenant vous devez faire comme ça, voici le processus. Non, non, vous pouvez pas traiter. Chaque pays a sa propre problématique, chaque pays a ses propres défis. Donc on va pas leur dire maintenant, nous, depuis notre tour d'ivoire du PPI basé à Genève, on va vous expliquer au Pérou, au Chili, comment ça se passe, encore moins en Turquie. Mais on imagine bien que vous avez un certain regard, quelque part, ça doit être difficile du coup de gérer tout le monde. Justement, on n'est pas là pour gérer tout le monde, on est là pour leur permettre de se développer. On n'est pas là pour les gérer en tant que tels, on est là par exemple pour soutenir des actions, pour développer des réponses à des problématiques, pour mettre en évidence des sujets comme Wikileaks, comme Snowden et d'autres. On n'est pas là pour régenter les affaires locales des pays. Après que chaque pays euh, partage son savoir-faire et les uns adoptent ou les autres ne l'adoptent pas, ça, c'est pas le problème du Parti Pirate International, du moment que la charte de base soit respectée. Après, le reste, c'est pas notre problème. On n'est pas le Parti Pirate européen qui dit, OK, on a des thématiques de programme qu'on va présenter aux élections européennes. C'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est aujourd'hui deux choses. C'est un, préserver et développer l'activisme tel qu'il a été fait ces 10 dernières années. De l'autre, c'est d'émerger comme partenaire institutionnel au niveau international, avec des interlocuteurs type d'ONG ou des institutions onusiennes. Donc vraiment de pouvoir amener des sujets de discussion avec notre regard, notre sensibilité pirate, qui sont construits autour d'une démocratie interne où les partis nationaux peuvent contribuer pour pouvoir justement aller défendre ça. C'est pas l'inverse. Nous, on n'est pas là pour venir dire maintenant, voici le programme mondial, vous devez le prendre et en faire votre catéchisme. C'est absolument pas ça. On est vraiment une organisation qui est là pour deux buts. Un, soutenir les autres organisations locales et régionales. Et deux, développer ce partenariat institutionnel. On est en train de devenir un membre d'ECOSOC, donc le forum des ONG onusiennes. C'est un travail qui prend énormément de temps. On a commencé ça maintenant il y a 2 ans et demi, 3 ans même maintenant. On en est à la première ronde de présentation en commission. Et il y a 400 ONG devant nous dans la liste des ONG qui sont censées se présenter, avec plus de 2 ans de retard pour certaines. Alors aussi en 2013, vous avez été observateur de l'OMC. Qu'est-ce que vous avez retiré finalement de cette expérience? Deux choses, c'est que
pour pouvoir porter notre voix euh, au niveau international, il faut absolument avoir une représentation euh, auprès des institutions, une représentation durable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, on a déménagé notre siège de Bruxelles à Genève pour justement avoir une position beaucoup plus proche des institutions internationales, pour pouvoir aussi permettre l'établissement de projets à long terme, tant au niveau de tout ce qui est, on va dire, protection des populations dans les cyberconflits, développement de la démocratie directe, tout ce qui est défense des droits numériques et tout ce qui est également tout ce qui touche à l'économie numérique, que ce soit les droits de propriété intellectuelle, mais également euh, tout ce qui touche au monde des services, à l'ubérisation et ainsi de suite, pour pouvoir faire entendre une voix différente. Mais pour ça, il faut avoir des contacts dans ces institutions. On ne peut pas venir de but en blanc et avoir notre t-shirt pirate, hein, et dire, ben voilà, nous, on vient avec des nouvelles solutions. Il faut avoir pris le temps de présenter ces choses-là et de faire ce travail dans la durée pour que les personnes qui sont en face de nous appréhendent c'est des perspectives différentes et les fassent leur. Ça ne se fait pas en 10 secondes, ça ne se fait pas en 2 heures de temps devant une bière dans le lobby de l'hôtel. Ça se fait en 2, 4, 10 ans de travail avec les missions nationales, avec les autres ONG. Donc, c'est un travail qui en est à ses préliminaires. C'est un travail que l'on va maintenant développer pour justement pouvoir contribuer d'une manière plus efficace. C'est clair que quand mon collègue et ancien et prédécesseur Denis Simonet a été représenté le PPI auprès de l'OMC, il s'est évertué à faire un bon travail. Maintenant, est-ce que l'OMC et les missions nationales ont pris en compte beaucoup de ces propos? Je ne suis pas certain aujourd'hui, vu l'évolution des choses, mais c'est un travail qui a débuté à ce moment-là. Denis a fait de son mieux par rapport à ça, et donc, ben, on ne peut pas le lui reprocher. C'est quelque chose qui doit se faire aussi dans la durée. C'est pas quand on a 4 ans d'existence que tout d'un coup on est entendu, surtout quand on a peu de visibilité médiatique. Ça, c'est une deuxième chose, c'est de travailler cette visibilité médiatique, c'est de pouvoir consacrer du temps aux journalistes, c'est de pouvoir expliquer ce qu'on fait. Et ça, c'est aussi un des éléments qui aujourd'hui est un point difficile pour les partis pirates, c'est la relation à la presse. C'est la relation où dire, OK, on va vers un autre monde, on sort de derrière nos claviers, du confort des forums numériques, pour pouvoir se confronter à nos interlocuteurs, pour pouvoir discuter à visage découvert, en live, comme on le fait aujourd'hui. De pouvoir être à la radio en live au journal du soir, de pouvoir être aussi à la télévision en live. Et tout ça, ce sont des étapes, ce sont des travaux de longue haleine qui se passent, mais c'est du fait de ce travail qu'on arrive après à partager des informations. Euh, c'est absolument pas quelque chose de trivial. Je viens de faire le bilan, parce qu'on a une assemblée générale le 20 avril, du travail que le comité a investi pour ces 9 derniers mois, donc depuis qu'on a été élu en juillet. On a passé plus de 7000 heures de travail pour le comité, en tout et pour tout, avec dans nos tâches principales, plus de 2500 heures dans le périmètre des projets du comité, avec un comité qui est quand même relativement restreint, puisqu'on est 7 personnes. On a investi un temps énorme pour faire bouger le PPI. C'est des travaux qui sont très lourds, de remise en forme, de recréation d'une démocratie interne, de mise en place d'outils permettant la gouvernance pour pouvoir aller présenter des projets en termes d'ONG avec une gouvernance saine pour pouvoir défendre justement la protection des populations dans le cadre des cyberconflits et les autres projets. Donc c'est vraiment une autre dimension, c'est pas du tout l'aspect classique et traditionnel d'un mouvement pirate qui va vouloir réinventer certains codes. Le PPI a deux défis. C'est un, servir de caisse de résonance
pour des initiatives transnationales, à la Wikileaks, etc. Et deux, c'est vraiment d'aller porter ces messages vers les institutions dans un langage qu'ils comprennent, dans un langage qu'ils sont prêts à accepter. Justement, c'est des compétences qui commencent à être reconnues, puisque je prends l'exemple de Julia Reda, qui a été pendant un temps la seule élue européenne, pardon, du Parti Pirate. Et en 2015, elle s'est vue confier par le Parlement européen le soin de préparer donc un rapport sur la mise en œuvre d'une directive de 2001 sur le droit d'auteur. Alors finalement, ne pas avoir beaucoup d'élus, ça n'empêche pas une certaine forme de reconnaissance sur ces fameuses compétences que vous proposez. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est un travail qui est énorme. Julia s'est investie depuis son élection, même sa prédécesseur également, dans ce domaine-là, avec en partenariat avec les Verts, euh, qui nous a permis d'avoir cette visibilité, qui nous a permis à Bruxelles de pouvoir porter ce projet-là. Et le fait que Julia s'entende bien avec la fraction avec laquelle elle siège lui a aussi permis d'accéder à ce mandat-là, qui est effectivement un mandat clé, et elle a apporté d'énormes contributions dans le regard critique des droits d'auteur. Malheureusement, quand on voit quelqu'un comme commissaire européen aux affaires numériques, c'est dramatique, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Quand on voit comment il a agi, qu'est-ce qu'il défend comme intérêts, ce n'est pas les intérêts des Européens qu'il défend. C'est clairement les intérêts de l'industrie et même des majors étrangères. Mais c'est ni les producteurs de propriété intellectuelle, les auteurs, les compositeurs et autres. C'est vraiment les majors et consorts qui, elles, se régalent de la chose. Alors, on va revenir un peu aussi aux origines hein, du parti. Il avait été initié par des gens proches de la plateforme The Pirate Bay. Est-ce qu'il y a toujours un lien avec cette plateforme? Alors, historiquement parlant, il y en a un. Maintenant, c'est vraiment lié à ce qui s'est passé en Suède au départ. Et puis, il faut quand même être conscient qu'aujourd'hui, est-ce que Pirate Bay est la seule plateforme de partage de référence torrent? Je ne crois pas. Donc, la situation a évolué énormément. Le combat pour la propriété intellectuelle également. Euh, Maintenant, clairement, il reste des attaches. Clairement, les personnes qui ont fondé le Parti pirate suédois euh, sur la base des efforts pour protéger Pirate Bay euh, sont toujours visibles, même si certains disent aujourd'hui qu'il faut arrêter le Parti pirate au sens de ce qu'il avait été initié pour envisager la politique telle que d'autres partis ont commencé à faire. On a développé en Suisse, ce qu'on a développé en Allemagne, ce que développe aussi le Parti pirate suédois. C'est clair, on n'est pas forcément dans la même dynamique, on n'est pas forcément dans une dynamique de protestation vis-à-vis de, de Pirate Bay ou de protestation directe par rapport aux enjeux que Pirate Bay représentait il y a 11 ans en arrière. Maintenant, la chose, elle est aussi de regarder quelle est la contribution qui a été faite, quelle est l'énergie qui a été mise. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand le Parti pirate s'est créé, il ne s'est pas créé qu'en Suède en même temps, voire même de manière plus rapide, il s'est créé en Autriche et en Allemagne, de manière quasi concomitante, à quelques semaines près, mais ce sont les trois pays où en fait le Parti pirate s'est créé d'abord, puis est venue l'Islande, qui après s'est développé doucement, mais tous ces pays ont émergé de manière concomitante par rapport à ces problématiques. Ce n'était pas simplement une réaction dans un pays. Donc, il y a vraiment eu un consensus autour de cette problématique et une réponse qui était commune. Et ça, c'est quelque chose de nouveau en termes de politique. C'est nouveau aussi en termes de mouvement, de voir un mouvement euh, être international dès la première minute.
Vous avez Je aussi pense. cité plusieurs fois Wikileaks. Alors justement, le parti pirate suédois en 2010 avait offert l'immunité au site. La cofondatrice du parti pirate islandais est une ancienne collaboratrice de Julian Assange. Est-ce que, justement, quels sont les liens finalement entre le parti pirate et Wikileaks? Bah, les liens étaient assez forts il y a quelques années en arrière, au point où non seulement les Suédois, mais les Suisses, les Allemands et d'autres ont offert l'hébergement du site. Aujourd'hui, c'est une entité qui est beaucoup plus distante du Parti pirate, bien qu'on la soutienne encore dans certaines actions. C'est aussi un outil d'information qui est extraordinaire, positivement et négativement. Je veux dire, on peut voir des exemples qui sont totalement à proscrire et d'autres où on a des éléments qui sont très, très, très positifs, que ce soit au niveau de l'information de donneurs d'alerte, mais également dans la mise à disposition d'une culture du journalisme, qui a été reprise d'ailleurs par bon nombre de journaux plus mainstream. Quand on regarde aujourd'hui les initiatives qui sont faites, par exemple, avec des journaux comme Le Monde, le groupe Tamedia Edipresse en Suisse, etc., où en fait on reprend les mécanismes de Wikileaks pour partager l'information. C'est une victoire pour nous. C'est une énorme victoire par rapport à ce qui a été fait. Donc oui, on a vu des fruits de ça. Oui, il y a certaines choses qui sont discutables au niveau de Wikileaks et d'autres qui sont totalement inacceptables. De faire la chasse aux sorcières contre Julian Assange, par exemple, c'est quelque chose de totalement inacceptable. De maintenir le maintenir dans sa prison, je dirais pas si dorée que ça, qu'est l'ambassade d'Équateur, euh, c'est absolument ignoble comme méthode. Pourquoi? Pour faire payer quelqu'un du partage d'informations qui a été diffusé par Dieu sait qui aux États-Unis, de faire payer des lampistes au sein des forces armées américaines. On n'accède pas à la manne d'informations qui a été distribuée comme ça par hasard, et c'est pas une personne isolée qui a fait ça. On n'enlèvera pas de l'idée que d'autres personnes ont trempé là-dedans et qu'un lampiste au fin fond de l'Irak a été la victime sacrificielle du côté américain et qu'un Julian Assange miraculeusement s'est retrouvé accusé de problèmes, enfin d'agression sexuelle euh, par des personnes quelques années après avoir été en Suède. C'est quand même bizarre. On ne va pas m'ôter de l'idée que là aussi, pour museler le projet, le gouvernement américain a été très très loin dans ses pressions. Maintenant, est-ce qu'il s'agit là euh, du combat que seul le Parti pirate doit mener? Non. C'est un combat qui doit être mené de manière globale, pas que par nous, parce que c'est le combat aussi d'un autre journalisme, d'un journalisme qui cherche et qui partage de l'information de manière critique. On peut ne pas être d'accord avec les dernières actions et comment Wikileaks s'est immiscé dans la campagne présidentielle américaine. C'est à mon sens peut-être pas quelque chose qui a été opportun. Mais par ailleurs, le nombre de projets qui ont été soutenus, le nombre de partages d'informations, comme par exemple Vault 7 avec les outils, les outils de cyberguerre de la CIA, c'est une contribution énorme qui a été faite. Ça a engendré aussi énormément de questionnements par rapport au rôle que les institutions gouvernementales ont dans la protection des populations ou dans leur exposition. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ça, c'est laisser les gouvernements jouer aux pompiers pyromanes. Et c'est là un gros problème.
Vous parliez de l'élection présidentielle américaine, justement, et on va terminer là-dessus. Dans notre article, le Parti pirate français explique ne pas être intéressé par l'élection présidentielle, que ce n'est pas un système en lequel il croit. Est-ce que c'est le cas de tous les partis pirates ou est-ce qu'à terme, il y a quand même une volonté d'accéder à ce niveau de pouvoir? Bah, de nouveau, quel est le modèle de gouvernement qu'il y a dans les pays? Si on regarde, je vais prendre l'exemple de l'Islande et de la Suisse, c'est pas un régime présidentiel qu'on a. On n'a pas ce niveau de pouvoir avec une centralisation dans une personne. On a des gouvernements exécutifs. La Suisse a un président honorifique qui est l'un des conseillers fédéraux. Ces conseillers fédéraux, ce sont des ministres. Chacun a son dicaster. La même chose en Islande. Donc, aller aux affaires, représenter la population, construire des solutions en se basant sur la contribution citoyenne, bah, oui, ça nous intéresse. Euh, perpétuer une forme de gouvernement qui s'apparente plus à une monarchie républicaine ou une république monarchique, c'est pas forcément le but du parti ou des partis. Parce que ce que l'on recherche, c'est la démocratie participative, c'est le fait de donner les moyens aux citoyens de contribuer à la construction de la société. Que ce soit en Suisse ou en Islande, on a la possibilité de le faire parce qu'on a une historique et parce qu'on a des prédispositions. Donc effectivement, notre combat va être légèrement différent de celui du Parti pirate français. Pourquoi? Parce que accéder au gouvernement, c'est pas une question de le veut-on ou pas, c'est une question de quand y sera-t-on? Est-ce que c'est dans 5 ans? Est-ce que c'est dans 10 ans? Est-ce que c'est dans 20 ans? Mais en Suisse, ça fait aucun doute que on va s'y attaquer. On a pris les dispositions pour. On a reconnu aussi que on ne peut pas faire juste de la politique numérique sur des sujets de politique numérique pure. La société, même si elle a un pendant numérique, c'est un tout. Où on a des problématiques de protection sociale, on a des problématiques de patrimoine commun, des problématiques de transport, d'économie, et que tous ces éléments-là, ben, il faut les aborder et il faut pouvoir y contribuer. Il faut pouvoir amener des propositions, il faut pouvoir mettre en place des projets qui peuvent se réaliser. Ça ne veut pas dire que le projet il va se réaliser demain matin. Ça veut dire qu'étape par étape, on va amener des contributions qui vont vers la réalisation d'une utopie où on a une société qui est démocratique, qui est basée sur l'état de droit, que ce soit dans son pendant analogique, dans notre réalité matérielle, ou dans son pendant numérique. Et ça, c'est quelque chose où l'on doit se battre et travailler sur le long terme. On a lancé, il y a de ça en Suisse, une initiative parlementaire avec l'équivalent des républicains français, donc avec le Parti libéral radical, sur la modification de la Constitution et de son article 13 concernant l'intégrité de la personne, en y ajoutant un pendant numérique, en disant que la propriété des données d'une personne lui sont inaliénables. Et ça, on ne peut pas le faire en disant nous sommes sur notre petite île en secouant notre drapeau. C'est qu'on a été au-devant des personnes, on a dialogué, on a contribué à proposer des choses, mais ça se fait uniquement dans une perspective de dire on participe au jeu. Sans ça, on n'est pas capable d'influencer les choses. On ne sera jamais capable d'amener de l'attraction en se déclarant hors jeu au premier round. On avait tenté cette approche en Suisse, et en particulier sur le vote électronique, où on avait été euh, très dithyrambique et très contre les institutions sur cet outil-là. Et puis, on a changé de fusil d'épaule et on a dit, OK, on va commencer à collaborer avec ces institutions. On va commencer à être parmi eux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a déjà changé des choses toutes bêtes, mais notre lieu de réunion. À la place de se réunir dans un café, on va dire, politiquement révolutionnaire, on a été se mettre dans un ancien galion amarré au sommet de la vieille ville de Genève,
où en fait les autres partis se réunissaient. Comme ça, les gens ont tout d'un coup vu, tiens, il y a des pirates, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'ils veulent en fait dans leur programme? Ah, ils veulent ça? Ah bah ouais, mais en fait, ils font du sens. Aujourd'hui en Suisse, il y a trois partis qui ont adopté notre charte numérique. Les socialistes, les Verts libéraux, ont tous pris notre charte numérique. Le Parti libéral radical, on a fait sa propre mouture, parce qu'ils ont énormément d'argent et puis qu'ils ont été voir un bureau de consultants, un cabinet, et puis que ça les amusait de dépenser de l'argent comme ça. Mais on l'a fait parce qu'on avait cette traction, parce qu'on s'est dit maintenant il faut rentrer dans la politique et pas être contre la politique. Mmh. Parce que le Oui. résultat de cette démarche-là, c'est de contribuer à l'évolution de la société. C'est vraiment, cette vision sur le long terme et puis gagner en visibilité comme, vous le disiez un peu plus tôt. Écoutez, on va terminer là-dessus en tout cas et merci beaucoup, Guillaume Savolly d'avoir participé à ce podcast, d'avoir pris le temps de nous expliquer, ce parti pirate et ce parti pirate à l'international également. Merci à vous, Agathe Rigaud, et bonne journée. Merci à vous aussi et puis à tous nos autres internautes, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur Huitième étage.